On va parler biodiversité dans ce carrefour climat du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, gestion des aires protégées et adaptation. Il va y avoir trois interventions à la suite et les questions se poseront après. Comme d'habitude, je le répète, hein, en dessous de l'écran, sous la vidéo, vous avez discussion ou réagir ou converser, je crois que c'est. Vous posez vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Nous, on les centralise et on les posera aux intervenants en votre nom après les interventions, c'est-à-dire aux alentours de midi. Pour commencer, c'est Kenzo Eas que l'on va entendre de la réserve naturelle de la forêt de la Massane. Adapter la protection de la nature aux défis du changement climatique. Ce sera une présentation des résultats d'un projet qui s'appelle Life Nature Adapt par la réserve naturelle donc de la forêt de la Massane. Bonjour Kenzo Eas. Bonjour à tous. Ça marche. Alors, Bravo, je vous vais avez vous mis un partager fond. mon écran. Oui, bah, j'ai mis le fond de la Massane, j'ai essayé de rester dans le thème. Pas mal. Ah, on vous entend? Plus? Ouais, non, je suis là, j'étais en train de Ah, partager l'écran. d'accord. Alors, diaporama. Voilà. Alors, donc moi je suis Kenzo Eas, donc je suis géographe. Je suis également chargé de mission du projet Life Nature Adapt à la réserve naturelle nationale de la forêt de la Massane. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui la démarche d'adaptation au changement climatique de la réserve. Alors, donc Nature Adapt, c'est quoi? Donc Nature Adapt, c'est un projet qui est coordonné par Réserve naturelle de France. Donc c'est un projet sur 5 ans où il y a 10 partenaires. Alors, les productions Nature Adapt sont celles-ci. Donc l'objectif était de produire un diagnostic de vulnérabilité des espèces naturelles protégées face au changement climatique, de produire un plan d'adaptation au changement climatique, et également de produire donc un COOC, c'est des formations vidéo, donc c'est des cours vidéo à destination des gestionnaires d'espaces naturels protégés qui utiliseront la méthodologie Nature Adapt, et un MOOC, donc c'est pour le grand public. Donc voilà, d'un point de vue prévisionnel, d'un point de vue du calendrier, donc on en est là. Donc l'expérimentation, donc c'est la formation de la méthodologie. Donc elle y est à la fin, donc ici. Donc à partir de 2021, donc il y aura 15 sites tests qui vont utiliser la méthodologie qu'on a produite avec les 5 autres réserves. Et à partir de 2022, donc il y aura un déploiement de cette méthodologie, du diagnostic de vulnérabilité et du plan d'adaptation. Alors, donc l'objectif de l'expérimentation, donc comme je le disais, c'était de créer une méthodologie d'un diagnostic de vulnérabilité et d'un plan d'adaptation. Donc j'ai travaillé avec 5 autres réserves en France, avec des contextes environnementaux et bioclimatiques très différents, ce qui nous a permis de co-construire une méthodologie la plus large possible et la plus adaptable possible pour les espaces naturels protégés. Donc oui, la finalité du projet, donc l'objectif, c'est que dans 10 ans, 80% des espaces naturels protégés aient intégré le changement climatique dans leur gestion. Alors, donc moi j'ai travaillé sur la réserve naturelle nationale de la forêt de la Massane. Donc c'est une petite réserve de 336 hectares. Donc elle est située ici, donc vraiment sur l'extrémité est de la chaîne axiale des Pyrénées. Donc c'est une réserve qui est co-gérée par l'Association des Amis de la Massane et par la Fédération des réserves naturelles catalanes. Donc comme on peut le voir, elle est à l'interface entre euh, l'interface pyrénéen, méditerranéen et ibérique, donc ce qui lui confère des conditions environnementales et bioclimatiques très particulières. Donc la réserve de la Massane, c'est ce qu'on voit ici en vert. Donc on peut voir, elle est située en fait sur une vallée perchée. Donc elle est vraiment en tête du bassin versant du fleuve côtier de la Massane, donc qui porte le même nom que la réserve. Donc d'ailleurs un fleuve côtier qui ne fait seulement 24 km. Et donc l'exutoire de ce fleuve, donc c'est Argelès-sur-Mer, sur la côte Vermeille. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc j'ai un peu caricaturé les choses, mais les parties sommitales ici, donc les crêtes de la réserve, sont des pelouses semi-naturelles maintenues par l'activité pastorale, et en vert ici, c'est une hêtraie, c'est une forêt. Donc le site est un site naturel d'exception puisqu'il est situé dans les hotspots de biodiversité, donc les zones critiques de biodiversité.
Donc ce site est particulier puisque depuis plus de 150 ans, donc il y a eu une suspension de l'exploitation forestière. Donc en 73, la réserve a été créée, donc c'est la sixième de France qui a été créée. Et depuis, donc on a eu 4 plans de gestion. Donc cet héritage, enfin le fait qu'elle n'ait pas été exploitée depuis plus de 150 ans, lui confère un degré de naturalité très important et donc une ancienneté également très importante. On considère que la forêt de la Massane, c'est une des plus vieilles forêts du bassin méditerranéen. Et en fait, depuis la fin du 19e siècle, donc, il y a eu énormément de travaux de recherche, pour commencer par des zoologistes, voilà, et plein de biologistes qui se sont succédés et qui nous offrent voilà, une continuité aussi forestière et de recherche. Donc, l'enjeu principal de la réserve, donc c'est une hêtraie de basse altitude. Donc, c'est une vieille hêtraie dite refuge. En fait, certaines études ont montré qu'elle a résisté à la dernière glaciation et que c'est donc une hêtraie dite refuge avec une signature génétique originale. Donc, comme vous pouvez le voir au sol, donc il y a énormément de bois mort, puisque comme elle est laissée en libre évolution, on peut observer tous les stades sylvigénétiques d'un écosystème forestier, donc de la plantule, la croissance, à la mortalité, le dépérissement du milieu forestier. Donc, cette libre évolution lui permet également de posséder une très très riche biodiversité, puisqu'on a certaines communautés qui sont associées, par exemple, à la décomposition du bois mort. Donc, les espèces saproxyliques, par exemple, sont un cortège d'espèces très important dans la biodiversité de la forêt. Voilà. Donc, comme je le disais, très riche d'un point de vue biodiversité. Donc, sur seulement 336 hectares, on a plus de 8200 espèces recensées. Donc, la réserve de la Massane est vraiment considérée comme un laboratoire à ciel ouvert. Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, il y a une réserve intégrale de 10 hectares sur la Massane où plus de 30 000 arbres sont analysés, vérifiés chaque année en termes de dépérissement, mortalité et impact sur les hêtres. Donc voilà, il y a énormément de travaux et de collaborations avec des laboratoires de recherche qui sont faits sur la réserve. Alors, qu'en est-il de l'intégration du changement climatique? Alors, donc, ce qu'on a fait pour intégrer le changement climatique, donc c'est ça. On a commencé par une analyse climatique de la réserve. Ensuite, on a analysé les pressions qui pèsent sur la réserve. Ensuite, on a fait une évaluation de la vulnérabilité des enjeux majeurs de la réserve. Donc, qu'est-ce que j'entends par enjeux majeurs? Donc, c'est par exemple les grands habitats, euh, les groupes d'espèces, les activités socio-économiques, etc. Donc, on a décidé de ne pas travailler à l'échelle de l'espèce, puisque voilà, on s'est dit que, étant donné qu'on fait un travail sur le changement climatique, il faut essayer d'être le plus global possible dans notre analyse et ainsi d'analyser, on va dire, la majorité du vivant de la réserve et pas se focaliser sur une espèce qui peut d'ailleurs disparaître très rapidement. Donc à partir de tout ça, on a pu définir des stratégies d'adaptation, donc ce qui nous a permis d'avoir une vision un petit peu prospective, un peu sur l'avenir de la réserve, ce qui nous a permis par la suite d'élaborer un plan d'adaptation de la réserve au changement climatique. Alors, d'un point de vue du climat, donc depuis 1976, on a une augmentation de l'ordre de 1 degré Celsius. Donc c'est ici la courbe en rouge, on voit une très nette augmentation. Depuis 1976, c'est 1,5 degré. En termes de précipitation, depuis 1961, on a une diminution de moins 150 mm. Le débit de la Massane a également très fortement diminué, comme on peut le voir ici sur ce graphique. Et on a une augmentation des événements météorologiques violents et intenses sur la réserve. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur la hêtraie? Alors ici, je vous ai parlé tout à l'heure de la réserve intégrale, donc des 10 hectares placés en réserve intégrale. Ce qu'on voit ici en bleu, ce sont les individus de hêtres vivants, et en rouge, ce sont les mortalités, les hêtres morts plutôt. Et en fait, donc sur ces cartographies, on a essayé de voir quel a été l'impact de l'événement de la canicule de 2003 sur la population de hêtres. Donc comme on peut voir, on a eu un très fort taux de dépérissement et de mortalité dans la réserve intégrale. Donc bien sûr, là, je ne montre pas sur la carte
les potentiels et les régénérations aussi du hêtre. Donc voilà, il y a aussi de la régénération qui se fait, qui n'est pas visible sur la carte, mais la régénération est bien moindre à la mortalité. Alors, je vais vous montrer deux exemples de la vulnérabilité des enjeux majeurs de la réserve. Donc, je vais vous montrer la hêtraie et les pelouses sommitales. Alors, donc le changement climatique et les variables climatiques relatives au changement climatique sont celles-ci: augmentation des températures, intensité des sécheresses, euh, cumul des précipitations en diminution, etc., etc. Donc voilà, le changement climatique va avoir un impact sur l'écophysiologie du hêtre. Par exemple, on sait que l'augmentation de la température va diminuer la conductance, la croissance. On sait aussi que l'augmentation et l'intensité des sécheresses estivales vont avoir une incidence, par exemple, sur la fermeture des stomates. C'est-à-dire que quand les feuilles vont fermer leurs stomates, elles vont stopper l'échange gazeux entre l'arbre et l'atmosphère. Donc, ce qui va entraîner du dépérissement, voire de la mortalité du hêtre. On observe également des mortalités racinaires, etc. Donc la hêtraie, comme vous le voyez ici sur cette carte, elle est située en limite sud de son aire de répartition, de son aire de distribution. Et donc on sait qu'avec le changement climatique, avec la remontée altitudinale et latitudinale des espèces, ça va augmenter la sensibilité de la réserve vis-à-vis d'autres espèces qui vont entrer en compétition avec la hêtraie, étant donné que les espèces auront la capacité de mieux s'adapter aux nouvelles conditions environnementales et bioclimatiques de la localisation de la hêtraie. Donc on a également des pressions locales importantes sur la hêtraie. Donc c'est le pastoralisme extensif. En fait, c'est pas le pastoralisme en soi qui est une pression très importante, mais c'est le fait qu'il soit non géré. En fait, sur la hêtraie, sur la réserve, les troupeaux sont laissés en estive, mais ne sont pas orientés. Et c'est-à-dire que l'été, quand il y a des fortes sécheresses estivale, eh ben, les troupeaux donc, vont aussi se réfugier dans la forêt pour avoir un peu de fraîcheur sous couvert forestier, sauf qu'ils vont aussi se nourrir des plantules du hêtre. Donc, en mangeant les petits entre guillemets du hêtre, ça va limiter la capacité de régénération de la hêtraie et donc limiter sa capacité d'adaptation au changement climatique aussi. Alors, je vais vous donner un autre exemple, c'est sur les pelouses semi-naturelles, donc c'est les pelouses qui sont sur les zones de crête. Donc encore une fois, ici on a les grandes variables du changement climatique, les grandes tendances. Donc on sait que le changement climatique va augmenter les phénomènes d'érosion avec tout ce qui est phénomène météorologique violent. Donc on risque d'avoir de plus en plus d'érosion sur ces zones de crête. On sait également qu'avec l'augmentation des températures, on va avoir une dégradation, une diminution de la valeur fourragère du bilan fourrager. On sait également qu'on risque d'avoir une forte diminution de la biodiversité sur ces espaces. Alors, on a également des pressions locales donc, sur ces pelouses. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'activité pastorale pas gérée. En fait, les troupeaux, étant donné qu'ils ne sont pas orientés, ils vont, par exemple, pour aller s'abreuver, ils vont aller à un endroit, voire deux endroits, c'est-à-dire la source, donc où ils vont tous s'agglutiner. Donc, avec le piétinement, ça va augmenter le phénomène d'érosion du sol et ainsi dégrader le bon état écologique de ces pelouses. Et les troupeaux vont aussi se réfugier sur la ripisylve du fleuve côtier de la Massane et mangent aussi voilà, les plantules, etc. et dégradent également ce milieu. Donc on a également une dernière pression, donc c'est le tourisme. Donc les zones de crête de la Massane sont en fait la fin du GR10, qui est quand même une des grandes randonnées les plus connues de France. Et donc la surfréquentation touristique provoque également de fortes incisions, comme on peut voir ici, et des processus, et développe en fait des processus d'érosion sous forme de saignée. Voilà. Donc ça augmente le processus d'érosion aussi sur ces pelouses. Donc les pelouses sont également considérées comme très vulnérables au changement climatique.
Donc ça, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails parce que j'ai pas trop le temps, mais ce sont les résultats du diagnostic de vulnérabilité. Donc tout ce que vous voyez ici, ce sont en fait les enjeux qui ont été évalués, dont la vulnérabilité a été évaluée. Ce qui est important de voir, c'est qu'ici on a un gradient qui part de opportunité à vulnérabilité très forte, puisque oui, le changement climatique peut aussi représenter des opportunités pour certains enjeux. Par exemple, dans les résultats, on voit que les espèces exotiques envahissantes vont bénéficier du changement climatique. Pareil pour ce qui est les espèces locales extérieures à la réserve. J'entends les espèces, par exemple, comme les chênes lièges, les subraies, qui sont présentes en plus basse altitude de la hêtraie, risquent aussi de remonter en altitude comme les chênaies vertes et prendre place aussi certainement la place de la hêtraie. Et donc on voit ici en termes de vulnérabilité très forte, on a la hêtraie de la Massane, on peut voir aussi voilà, tout ce qui est espèces aquatiques, ripisylves, mais également le pastoralisme extensif. Alors, et les services écosystémiques dans tout ça? Donc, comme je vous le disais, la hêtraie de la Massane, ou plutôt la réserve, elle est située en tête de bassin versant du fleuve côtier de la Massane. C'est-à-dire que si y a une gestion qui est mal faite en tête de bassin versant, ça aura une incidence sur l'aval du bassin versant. Donc en fait, la forêt de la Massane, elle va venir limiter les risques, comme par exemple les risques d'inondation et les risques de coulée de boue sur les populations en aval, et donc par exemple ici la Vaille, ou sur les infrastructures et l'urbanisation d'Argelès-sur-Mer. Donc on sait aussi par exemple que la ripisylve va assurer certains services comme la stabilisation des berges. Après je ne vais pas rentrer dans les détails non plus, mais voilà, la forêt, on sait qu'elle filtre l'air, que le bon état écologique du forêt va permettre également de recharger des nappes phréatiques, bien sûr de réguler le climat à l'échelle locale et à l'échelle globale. Et la forêt va également permettre de limiter l'érosion. Donc l'érosion liée au pastoralisme extensif notamment. La réserve offre également un autre service écosystémique, comme par exemple voilà, une valeur fourragère pour l'activité pastorale. Donc je vais passer assez vite sur les services écosystémiques. Alors, donc, après ça, on s'est posé la question de comment on envisage l'avenir de la réserve dans ce contexte de changement climatique. Du coup, on a essayé d'avoir une vision la plus prospective possible. On a essayé d'imaginer comment va évoluer la réserve en fonction de la gestion. Donc, on s'est dit, on va proposer 3 scénarios. Donc, un premier scénario, donc on ne change pas la gestion, on continue avec, voilà, par exemple, un pastoralisme pas géré, etc. Un deuxième scénario où on va faire évoluer l'activité pastorale. Donc, par exemple, ici, en concentrant, comme on voit sur la carte, sur les zones de crête. Et pourquoi pas aussi imaginer un scénario de suppression de l'activité pastorale. Alors, on a essayé de se projeter. Donc, par exemple, pour une gestion qui ne change pas, si on a la présence des troupeaux dans la forêt, etc., on sait que ça va voilà, entraîner des forts risques, en aval, et que ça va diminuer en fait la capacité d'adaptation de la forêt. On sait que voilà, ça va augmenter l'érosion, et ça risque de mettre également les services écosystémiques en péril, et diminuer les fonctionnalités écologiques de la forêt. Voilà. Donc comme on peut voir ici, j'espère que vous voyez sur la carte, donc ça en fait c'est les formes d'érosion que l'on voit en aval dans la forêt. Donc avec un pastoralisme extensif mal géré ici sur les crêtes, en aval on peut voir des gros processus d'érosion comme ça. Donc là en termes de dégradation du sol et du bon état écologique de la forêt, c'est quand même assez massif. Alors, maintenant, imaginons qu'on essaie de faire évoluer les pratiques pastorales. Donc ici, j'ai mis quelques mesures, par exemple, envisageables, comme par exemple en interdisant tout simplement les troupeaux dans la forêt, ou bien en possédant en essayant d'orienter les troupeaux au mieux avec voilà, un vacher qui pourrait orienter les troupeaux sur des espaces moins dégradés. On pourrait également imaginer de limiter le temps en estive, ou bien de réduire le nombre de bêtes. Voilà, c'est des choses qui sont aussi envisageables. Et ça nous permettrait voilà, de limiter les risques d'inondation navale et de coulée de boue, de favoriser la régénération de la forêt, ainsi sa capacité d'adaptation.
et également de favoriser la valeur fourragère des pelouses en fait, parce que voilà, si l'activité pastorale est mieux gérée, le bilan fourrager sera également plus important. Donc, une évolution de la pratique pastorale donc, permettrait voilà, de maintenir la biodiversité, mais également les fonctionnalités écologiques du milieu et les services écosystémiques. Et maintenant, troisième scénario aussi envisageable, c'est voilà, d'arrêter l'activité pastorale sur la réserve. Donc, qu'est-ce que ça aura comme conséquence? Donc, ça laissera aussi la pleine capacité de la forêt, euh, pleine capacité d'adaptation de la forêt, puisque la forêt pourrait reprendre sur les pelouses sommitales actuelles. Donc, ça favoriserait aussi certainement la résilience de la forêt. Ça limiterait l'érosion, mais bon, le problème, c'est que voilà, ça supprimerait une activité économique ancestrale qui fait partie aussi de l'héritage culturel de la réserve, et on perdrait aussi toute la biodiversité associée à la coévolution entre activité humaine et écosystème. Donc voilà. Donc à partir de ces scénarios d'adaptation, donc ces grandes visions prospectives Mmh. entre guillemets Je qu'on a eu pour se projeter, on a pu élaborer un plan d'adaptation avec des leviers d'action, des objectifs et des mesures d'adaptation. je vous laisse encore 1 minute, Kenzoas, mais vous avez déjà dépassé et il faut qu'on D'accord, enchaîne. Je suis d'accord, désolé, hein. d'accord. Je fais plus vite. Alors donc dans ce plan d'adaptation, on a un certain nombre de fiches actions. Comme vous pouvez voir ici, donc forêt, biodiversité, risques naturels, pastoralisme, etc. Et l'objectif, c'est d'éviter donc la maladaptation. Donc dans ce plan d'adaptation, on retrouve des mesures dites sans regret et réversibles. Donc ici, je vais vous montrer par exemple un exemple de ce qu'on peut retrouver en fiche action. Donc par exemple, pour améliorer la gestion de la ressource fourragère pour le pastoralisme extensif, comme je le disais tout à l'heure, on pourrait tenter d'orienter progressivement les troupeaux, d'interdire les troupeaux dans la forêt, pourquoi pas diminuer le nombre de bêtes, aussi pourquoi pas modifier les zones de parcours, etc. Donc aussi, par exemple, pour pérenniser un héritage pastoral culturel, on pourrait se dire, d'accord pour les troupeaux, mais on autorise exclusivement la race locale menacée, qui s'appelle la vaca negra, donc la massanaise, qui est d'ailleurs mieux adaptée aux conditions méditerranéennes sèches. Donc voilà, il y a aussi d'autres mesures, mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas le temps. Mmh. Donc le changement climatique peut être vu comme un élément déclencheur d'une démarche d'adaptation. Et il faut aussi le voir comme une invitation à agir. En fait, on a pu euh, euh, voir avec nos échanges avec la commune que ça pouvait être aussi un très bon moyen de sensibilisation à toutes ces questions liées au changement climatique. Donc, ce plan d'adaptation permettrait de fournir une sorte de boîte à outils aux acteurs du territoire qui pourraient venir piocher les mesures d'adaptation afin de faire évoluer leurs pratiques de gestion et de les faire coïncider et qu'elles soient cohérentes avec le changement climatique. Donc, ce document d'adaptation, du plan d'adaptation, nous permettra également que chaque acteur du territoire voilà, prenne aussi ses responsabilités quant à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique. Voilà, merci de votre attention et désolé si j'ai été un peu long. C'est pas grave. Merci beaucoup à vous, Kenzoas. Et restez avec nous, hein, parce qu'il y a des questions qui vont vous être posées, mais on fait un petit paquet pour après. J'en ai juste une de transition et très pratique qui a été posée par plusieurs personnes, dont Lucille à côté de moi. Je ne sais pas si vous connaissez le mot Kesako en patois ici. Ça veut dire qu'est-ce que c'est? C'est quoi la conductance? Alors la conductance, il me semble, après moi je suis pas biologiste, que c'est tout ce qui est circulation de sève, je crois, dans l'arbre. D'accord. S'il y Voilà. a des biologistes qui peuvent me appuyer, mais je suis pas sûr, moi je suis pas biologiste. Ok, ça marche. Bon, à tout à l'heure pour les questions. Il y D'accord, en a un avec plaisir. sur votre intervention. On va passer à l'ANA, Association des naturalistes de l'Ariège. Allez, Julien Vergne et Laurent Servière, bonjour à tous les deux. Vous allez nous parler de la faune d'altitude pyrénéenne et du changement climatique et donc, j'imagine, de l'incidence de ce dernier sur celle-ci. Tout à fait. Bonjour à tout le monde. Donc pour juste une petite précision, on ne parle plus de l'association des naturalistes de l'Ariège, mais on parle de l'ANA
conservatoire d'espaces naturels Ariège depuis l'année dernière. Enfin voilà, c'est un petit détail. Donc voilà, moi je suis médiateur scientifique, je suis aussi ornithologue, donc je vais vous présenter quelques rapides exemples voilà, d'impact sur la biodiversité qu'on commence à apercevoir depuis quelques années sur la faune et aussi un peu sur la flore, mais surtout sur la faune. Et puis je laisserai le soin à Laurent, qui est conservateur de la réserve naturelle régionale du massif de Saint-Barthélemy, d'aller plus sur des aspects de gestion. Donc voilà, comme ça a été dit notamment par Jean-Michel Soubérou tout à l'heure, on s'appuie aussi sur les travaux de l'Observatoire pyrénéen du changement climatique. Et donc, bien, on constate les mêmes choses forcément. Par rapport aux oiseaux, les changements climatiques en fait ont des impacts sur la migration des oiseaux, puisqu'on constate que d'année en année, alors c'est pas vrai pour on va dire de façon linéaire, parce qu'il y a des phénomènes météorologiques qui sont propres à certaines années, mais on constate quand même que globalement, il y a une modification de la date à laquelle les oiseaux peuvent venir ou repartir. Également la période aussi pendant laquelle ils vont rester pour se reproduire chez nous. Donc ça voilà, c'est quelque chose qu'on constate. On constate ça aussi chez tout un tas d'autres espèces, peut-être une des plus emblématiques, c'est l'hirondelle, pour qui il peut y avoir des problèmes, alors notamment en période de sécheresse, pour trouver de la boue pour pouvoir construire des nids. Il peut y avoir des compétitions aussi, par rapport aux insectes qui sont présents, sur place. Alors bien évidemment pour, tous ces oiseaux, il y a aussi des phénomènes, qui sont pas liés au changement climatique, mais qui sont liés aux activités humaines. Notamment, bah, tout le monde sait que les populations d'insectes, se cassent la figure, depuis, pas mal de temps, et donc forcément ça a des impacts aussi, sur ces oiseaux-là. Mais le réchauffement climatique a aussi un impact, sur ces espèces-là. On observe aussi une modification de la répartition géographique, des espèces, comme l'a évoqué, tout à l'heure, Morgane. Alors là, je ne vais pas parler du lagopède des Pyrénées, je vais laisser Emmanuel Ménoni et Claude Novoa en parler juste après. Mais, il y a tout un tas d'oiseaux, d'altitude, je pense à la nivrolle alpine ou l'accenteur alpin, ou, qui sont des oiseaux d'altitude et qui, par rapport au réchauffement climatique, voient leurs habitudes modifiées, et notamment voient aussi une compétition qui commence à apparaître avec d'autres espèces qui sont d'habitude plus bas en altitude et qui ont tendance à remonter. Et donc il peut y avoir une compétition, sur ces espèces. Il y a des problèmes aussi, donc comme on l'a dit, sur la migration des oiseaux, mais ça peut être aussi sur l'hibernation, le temps d'hibernation de certains mammifères, comme la marmotte par exemple. Et il y a aussi, alors là je vais prendre un petit exemple pour vous montrer sur, les populations de lézards qu'on peut avoir, notamment en Ariège. Donc vous avez en haut 2 espèces de lézards qu'on trouve, en Ariège, le lézard d'Auredio qui est plutôt sur la partie, est, et le lézard du Val d'Aran sur la partie ouest, qui sont des lézards d'altitude qui ont besoin en fait, d'enneigement assez important pendant l'hiver, et donc on arrive à trouver à peu près normalement entre 1900 et 2000 mètres d'altitude. Plus bas en altitude, on a le lézard des murailles qui est omniprésent, voilà. On a chez nous aussi le lézard catalan qui est plutôt sur l'est du département. Et puis en intermédiaire, on a le lézard vivipare de Lanz, qui est une sous-espèce du lézard vivipare qu'on peut trouver ailleurs et qui se situe généralement lui aussi, on va dire entre 1600 et 2000, ou 2100 mètres d'altitude. Et donc ça c'est le cas, on va dire normal, et ce qu'on observe depuis, une bonne dizaine d'années maintenant, c'est que principalement le lézard des murailles a tendance à remonter beaucoup plus en altitude du fait du réchauffement, et donc on peut le voir facilement jusqu'à 2400 mètres d'altitude. Donc il rentre en compétition très fortement avec les 2 espèces de lézards pyrénéens, qui sont des lézards, j'ai oublié de le préciser, mais qui sont des lézards endémiques. C'est-à-dire qu'on ne trouve que dans certaines parties des Pyrénées, même pas que dans les Pyrénées, mais dans certaines parties des Pyrénées, que c'est vraiment des espèces,
bon, on le sait, qui sont voués à disparaître, dans les décennies qui viennent parce que leur territoire va remonter, remonter, remonter jusqu'à arriver au sommet. Mais, voilà, on a encore la chance d'avoir ces espèces-là. Le lézard catalan qui, lui, est beaucoup plus méditerranéen dans son aire de répartition, lui, c'est pareil, a tendance à remonter. On a vu, il y a eu quelques fois où il a été observé vers 2000 mètres d'altitude. Donc on a ces effets-là qui sont assez prégnants, en tout cas, et qu'on continue de suivre, bien évidemment. Hem, un autre exemple d'aire de répartition des espèces qui peut, se modifier depuis, une petite dizaine d'années, on a l'aiglagnon blanc, qui est une nouvelle espèce nicheuse, sur le département. On a le harlebièvre aussi, qui est une autre, espèce d'oiseau, qui niche sur le département depuis 3 ans. Voilà, donc on a des nouvelles espèces, comme le disait, tout à l'heure Kenzo, ça fait aussi une opportunité pour des nouvelles espèces de venir grâce au réchauffement. Et donc on observe en fait, on essaye d'être assez précis sur l'observation de certaines espèces, notamment, on a fait une étude dans le cadre, d'un Poctefa, abios, sur les pics et notamment, en Ariège, on a pas mal regardé sur l'espèce qui est le pic de Charpe, qui est une sous-espèce du pic vert, classique qu'on a chez nous, mais qui est plutôt, méditerranéen et donc qui est très présent, justement du côté de la Massane, mais qu'on a de façon plus, épisodique, chez nous. Mais on observe ça parce qu'on sait qu'il y a des hybridations avec le pic vert et on se dit qu'on va en voir de plus en plus. Donc ça fait partie des espèces qu'on suit. Il y a des observations aussi sur les reptiles, notamment donc là vous avez le lézard osselet qui est, lui aussi un peu plus méditerranéen, mais qu'on a sur l'est du département et pour lesquels on fait des prospections pour, voir, si jamais justement il évolue un peu plus, à l'ouest. Mais il y a d'autres espèces, de reptiles, des serpents notamment, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Je fais assez vite parce qu'en fait, Laurent qui va passer derrière moi est très, très bavard et c'est lui qui va se faire, rappeler à l'ordre par Hugues parce qu'il va dépasser le temps. Dans les observations qu'on fait aussi, c'est sur les cigales. Il y a encore, 20 ans, on entendait très peu de cigales. On entendait de temps en temps la cigale grise, la cigale plébéienne, un peu la cigale rouge, mais pas toutes les années déjà. Et en fait, depuis, 2007 où on a commencé à faire des inventaires réguliers sur les espèces de cigales, on s'est rendu compte que les 3 espèces que je viens de citer, là, la grise, la rouge et la plébéienne, on les entend, chaque année maintenant, plus ou moins partout sur le département, mais, en tout cas, c'est des espèces qui sont entendues, systématiquement, chaque année. Et puis on a d'autres espèces qui sont beaucoup plus discrètes, beaucoup plus difficiles à détecter, mais qu'on peut observer. Donc, en fait, maintenant en Ariège, on peut dire qu'il y a, au moins ces 7 espèces de cigales qui sont présentes. Voilà, et une autre conséquence, comme l'a évoqué aussi Kenzo, c'est la présence, d'espèces exotiques, envahissantes. Donc on parle d'envahissantes à partir du moment où c'est des espèces qui vont supplanter des espèces, locales, des espèces autochtones et qui vont se développer de façon massive. Alors j'ai mis la pyrale du buis. La pyrale du buis, c'est parce que, je l'ai mise, elle est, considérée comme une espèce exotique envahissante, même si son impact a été très, très fort, mais il est pour l'instant, assez vite passé, parce que en fait la nature est capable quand même de se réguler, il faut lui laisser un peu de temps. Mais voilà, malgré tout, c'est quelque chose qui a marqué les esprits et tout le monde a vu les soi-disant désastres que ça pouvait faire sur les buxés. Cette année, on a, là de très c'est très récent, là, c'est un administrateur de l'ANAC qui a envoyé cette photo. L'Eyotrix jaune, qui est une espèce, asiatique qui s'est échappée de volière et qui se développe pas mal, dans le sud-ouest. Voilà, mais il y en a tout un tas d'autres et puis après donc sur les plantes, il y a aussi l'installation est un petit peu plus lente, mais tout aussi certaine. Et on a tout un tas de plantes et qui peuvent être elles aussi favorisées comme le buddleia, de David, notamment par l'homme puisqu'en fait c'est vendu en jardinerie et ces plantes-là vont profiter du changement climatique pour pouvoir s'adapter et supplanter tout un tas d'autres espèces.
Voilà, j'ai essayé d'être rapide pour faire un petit peu une introduction et laisser suffisamment de temps à Laurent. Donc voilà, Laurent, je te laisse la parole. Alors, il faut que je ferme. Voilà. J'ai essayé de faire 5 minutes, hein, je suis désolé. J'enchaîne tout de suite. Donc Laurent Servière, je suis le conservateur de la réserve naturelle régionale du massif du Saint-Barthélemy. Je ne vais pas vous parler exactement de faune, mais faire une focale un petit peu sur l'adaptation de la réserve naturelle au changement climatique et comment on intègre cette adaptation dans la gestion. Alors, étant une toute jeune réserve naturelle, ah oui, il faut que je partage mon PowerPoint, pardon. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Hop. Voilà. Alors, je reprends. Et je vais faire court, je ne vais pas être aussi bavard que Julien le prétend. Donc ici, je vais vous exposer essentiellement les outils d'adaptation que l'on a développés pour essayer de s'adapter au changement climatique. Étant une toute jeune réserve naturelle, on n'a pas l'antériorité comme la réserve de la Massane pour pouvoir présenter ici des résultats sur les effets du changement climatique sur la réserve naturelle. Alors, la réserve naturelle, une réserve sentinelle, donc c'est une notion qu'on a introduite dès la création de la réserve naturelle et particulièrement au moment de la rédaction du plan de gestion. Et l'idée pour moi, c'est de commencer à vous présenter pourquoi on pense que la réserve est pertinente et légitime pour avoir ce rôle de sentinelle du climat. Alors, sentinelle, je l'entends ici dans le sens où un site sentinelle, c'est un site qui est capable de mettre en évidence, de rendre visibles les signaux du changement climatique. Et aussi, c'est un site qui a la capacité de prendre des mesures à la hauteur des menaces de ce changement climatique. Voilà. Alors, très rapidement, la réserve naturelle régionale du massif du Saint-Barthélemy se situe à l'est de l'Ariège. Elle a été créée en 2015 sur la commune de Montségur. Elle occupe une surface à peu près de 500 hectares. Et elle est co-gérée par la commune de Montségur et par l'ANA, Conservatoire d'espaces naturels d'Ariège, depuis 2017. Elle est dotée d'un plan de gestion à 10 ans qui a été validé en 2018. Voilà. Alors, les critères pour définir cette réserve naturelle, le premier, c'est que la réserve naturelle se situe au cœur du massif de Tarbes, qui est un des rares massifs nord-pyrénéens, c'est-à-dire qui se situe à l'inverse de la chaîne axiale des Pyrénées sur la plaque européenne et non pas sur la plaque ibérique. Et en fait, cette situation-là fait qu'on est sur un massif qui est excentré de la chaîne axiale des Pyrénées et un site qui est plutôt isolé géographiquement et peut-être écologiquement. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train d'étudier. Et c'est aussi un massif qui est déconnecté des massifs voisins. Il a cette particularité aussi d'être en première ligne, comme on le voit sur la carte par rapport à la plaine. L'autre critère, on va dire, structurel de ces aspects sentinelles, c'est sa représentativité stationnelle. La réserve est située sur le versant nord exclusivement du massif de Tarbes, qui est aussi le plus haut massif nord-pyrénéen, hein, du massif pyrénéen, ce qui fait qu'il se distingue des autres massifs par sa représentativité sur les milieux alpins. Et les milieux alpins sur le massif de Tarbes se concentrent essentiellement sur la réserve naturelle. Le dernier point, c'est que la réserve naturelle se trouve à un carrefour géologique. Elle est traversée par la faille de Trimuns, qui est la faille qui est exploitée pour les talcs de Luzenac. Et cette faille de contact, plus ces failles secondaires, créent trois contextes géologiques bien distincts. Donc, une partie de terrain primaire où on va retrouver les granites et les migmatites, une partie de terrain secondaire où on va retrouver des calcaires anciens dolomitiques, et une partie tertiaire avec des calcaires plus récents. Ce carrefour fait que ça a une influence très très forte sur la mosaïque des habitats, puisqu'on va retrouver des habitats
subalpins, montagnards, tantôt calcicoles et tantôt acidiphiles. Voilà. Donc ça, c'est la première approche de la définition de sentinelle. Et la deuxième approche que j'aurais malheureusement pas le temps de développer ici, c'est qu'on considère que la réserve naturelle régionale du massif du Saint-Barthélemy est un concentré des Pyrénées. C'est ce qui a d'ailleurs motivé et justifié sa création. Hein. Voilà, donc une typologie d'habitats et d'espèces très représentative des enjeux écologiques pyrénéens. L'idée, c'est de retenir cette notion de concentration et aussi le fait que certains habitats ont une très très forte naturalité, en particulier des tourbières d'altitude, des habitats forestiers et des cours d'eau. Voilà. Donc c'est un peu ces deux composantes, à la fois les caractéristiques géographiques et ce concentré des Pyrénées qui font définir le rôle sentinelle de la réserve naturelle par rapport au changement climatique. Donc on vient de définir l'objet et je vais essayer de vous présenter ici quelles solutions on a envisagées sur cette, encore une fois, toute jeune réserve naturelle pour s'adapter au changement climatique. Donc je vais vous présenter rapidement 4 clés pour mieux s'adapter. La première, c'est l'utilisation de la nouvelle méthodologie des plans de gestion des réserves naturelles qui introduit en fait l'évaluation de l'efficacité et de la qualité de la gestion que peut apporter un gestionnaire et qui permet surtout une gestion adaptative et évolutive en temps réel. C'est-à-dire qu'on peut faire évoluer les enjeux de gestion, les choix de gestion de la réserve naturelle en fonction du niveau de connaissance ou des opportunités. Ça veut dire par exemple qu'une fois que la méthodologie du Life Nature Adapt sera consolidée, on pourra tout à fait, chemin faisant, l'intégrer au plan de gestion. Le deuxième point qui relève aussi d'un choix et pour essayer de s'adapter au mieux au changement climatique, c'est on a retenu dans cette logique du plan de gestion et des outils de tableau de bord de ne travailler uniquement que sur des protocoles standardisés de suivi ou des protocoles de collecte de la donnée. Donc c'est un choix qui est assez important, même s'il peut paraître évident notamment aux chercheurs. Il n'est pas toujours évident dans les milieux de la gestion. Et c'est un choix qui permet vraiment d'être en capacité d'évaluer les changements d'état sur un site naturel. Ce choix-là permet aussi de proposer une donnée pérenne et une donnée transférable pour que d'autres partenaires ou d'autres chercheurs puissent l'utiliser. Voilà. Le troisième point concernant les clés pour mieux s'adapter, donc ça c'est un choix très fort de la réserve naturelle qui peut paraître antinomique par rapport aux objectifs d'un espace protégé. C'est que l'on a choisi de se concentrer sur la connaissance de la fonctionnalité des milieux naturels avant tout type d'action, d'intervention, avant tout type de gestion, et en essayant aussi de se détacher un petit peu de la vision patrimonialiste des espaces protégés. Je vais traduire cet élément-là, hein, mais l'idée pour nous, dans notre jargon de gestionnaire, c'est de sortir un petit peu du jardinage interventionniste et patrimonialiste des milieux naturels. Aujourd'hui, la trajectoire que prennent les écosystèmes ou les socio-écosystèmes, comme je les ai définis ici, on a du mal à les anticiper. Il y a énormément d'inconnus. Donc, il peut être assez risqué pour un gestionnaire de se précipiter dans les interventions. Donc, nous, on a décidé de se concentrer, de prendre le temps, de se donner les moyens aussi pour mieux appréhender les trajectoires des socio-écosystèmes. Voilà. Ça, c'est un point important. On va retrouver les notions qu'a présentées Kenzo de résilience et de vulnérabilité des écosystèmes au changement climatique. Alors, pour illustrer cet exemple-là, par exemple, quand on a une tourbière qui est pâturée par un éleveur, et donc avant d'aller dire à l'éleveur qu'il faut qu'il adapte son chargement, qu'il faut qu'il puisse modifier ses périodes, voire même éviter la tourbière, on veut être sûr de pouvoir évaluer l'influence de l'activité pastorale
l'influence négative donc, de l'activité pastorale sur la tourbière. Donc pour ça, on va déployer un panel de protocoles, protocoles biologiques, mais aussi protocoles physico-chimiques, pour essayer de mieux appréhender le fonctionnement de l'écosystème et d'identifier éventuellement les perturbations. Donc, on va travailler sur la connaissance scientifique pure et dure, on va travailler sur la diachronie pour évaluer les trajectoires passées et essayer de comprendre les trajectoires présentes avant d'aller dire à l'éleveur c'est beaucoup plus confortable finalement après pour pouvoir dialoguer d'avoir ces éléments-là. Il y a une appropriation sociale qui est plus forte. Et ça permet aussi d'introduire, comme l'a présenté Kenzo, les approches socio-écosystémiques, des services socio-écosystémiques. Le dernier point, je fais très très vite, hein, mais je pourrais répondre à vos questions après, c'est de faire de la réserve naturelle un laboratoire à ciel ouvert. Donc, pour pouvoir prétendre évaluer ces trajectoires des socio-écosystèmes, on a la volonté d'ouvrir la réserve naturelle à la recherche, de faire ce travail de collaboration entre chercheurs et gestionnaires, et aussi de contribuer à la plupart des réseaux qui vont travailler sur les questions de résilience et de vulnérabilité des écosystèmes face au changement climatique. Donc, j'en cite quelques-uns, on en a déjà parlé, comme l'Observatoire pyrénéen des changements climatiques, où on va s'appuyer sur leurs protocoles pour pouvoir alimenter également leurs référentiels, l'Observatoire des forêts sentinelles ou encore les protocoles utilisés dans le cadre de l'Observatoire des lacs sentinelles. Voilà. Pour nous, ces clés d'entrée aujourd'hui sont construites au sein du Conservatoire d'espaces naturels de l'Ariège et on essaye de les diffuser dans la gestion de l'ensemble de nos sites. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous. Allez, sans autre forme de transition, je rappelle, hein, posez vos questions et on les relaie à la fin de cette trille d'intervention. La suite est Emmanuel Ménoni, Claude Novoa de l'Office français de la biodiversité. On va aller un petit peu en altitude et parler des espèces dites artico-alpines comme le grand tétras ou le lagopède alpin. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous les deux. Peut-être faut-il rallumer votre micro. Là, pour le moment, on a un petit souci voilà, c'est bon. de son. Voilà, merci. Bonjour, vous Claude Novoa. Oui. Ah, c'est Monsieur Ménoni, pardon. Emmanuel Ménoni, bonjour. Alors, d'abord, merci de nous avoir invités, de nous donner la parole, et puis merci au public d'être là. On va faire donc cet exposé à deux voix. Donc, nous sommes deux biologistes de l'Office français de la biodiversité, ex-ONCFS jusqu'à l'année dernière, et nous avons travaillé sur ces deux espèces qui sont des espèces dites arctico-alpines. Donc, je vais définir ce que c'est qu'une espèce arctico-alpine, mais sauf que mon montage… Ah oui, voilà. Alors, une espèce arctico-alpine se caractérise par une distribution naturelle qui comprend les régions arctiques et plus au sud, les chaînes de montagnes. C'est un résultat de l'histoire post-glaciaire. Hein. Donc, il y a eu au plus fort des glaciations des refuges glaciaires, dont la péninsule ibérique. Beaucoup d'espèces se sont réfugiées là quand les glaciers arrivaient jusqu'en Allemagne à peu près, et puis recouvraient nos chaînes de montagnes. Et à partir de là, quand les glaciers sont repartis, les espèces ont suivi les habitats qui étaient des habitats d'affinité arctique, et puis aussi se sont réfugiés dans les montagnes où ils trouvaient des conditions comparables. Alors c'est le cas de plantes comme d'animaux. Là j'ai mis deux exemples, hein, la silène à col et puis la chouette de Tegmal qui font partie de ce groupe-là. Alors, les Pyrénées, il faut les considérer comme une sorte d'île, hein, d'île de montagne au milieu effectivement, entre l'océan et la mer, mais aussi entre des grandes plaines. Et en réponse au changement climatique, eh bien, ces espèces-là
les étages de végétation devront forcément, et ils vont entraîner avec eux les espèces qui leur sont inféodées. Alors, ça aura une limite, hein, parce que les Pyrénées, ce n'est pas l'Himalaya, et on arrivera forcément au bout de cette logique-là, on ne sait pas quand, mais on y arrivera. D'autres espèces, mais peu finalement, pourront remonter vers le nord. C'est le cas peut-être de la chouette de Tegman, qui, on sait, peut être en contact avec des oiseaux du Massif central et du coup de l'arc alpin, mais ça sera impossible pour beaucoup. La petite Silena Cole que je vous ai mis en photo, et elle est condamnée à survivre dans les Pyrénées ou à disparaître. Alors, on a pris deux exemples de ces deux oiseaux arctico-alpins, le grand tétral et l'agopète, parce que d'abord, on les connaît bien, ils font l'objet de suivi depuis une quarantaine d'années. Donc, d'abord, le grand tétral, en tant qu'arctico-alpin, c'est d'abord l'hôte des immensités de taïga russo-scandinave, avec un optimum écologique qui se situe à peu près à 2000 km au nord de Moscou, hein, pour vous situer, mais donc on l'a comme héritage post-glaciaire dans les Pyrénées. Il est devenu relativement différent de ses cousins nordiques, à la fois un petit peu morphologiquement et génétiquement, et aussi comportementalement. Donc, d'une certaine façon, il a déjà fait preuve d'une forme d'adaptation, puisqu'il vit bien sûr dans un climat qui est nettement moins continental que ses cousins nordiques. Alors, là, sans que ce soit très compliqué, on s'est rendu compte que cette espèce-là, le grand tétra, s'accouplait de plus en plus tôt dans nos montagnes. Alors, j'ai deux jeux de données pour dire ça. À gauche, chaque point représente une date d'éclosion. Sur l'axe des ordonnées, c'est simplement le nombre de jours après le 1er avril. Et on voit que statistiquement, ces oiseaux s'accouplent de plus en plus tôt. Et en fait, même si là, la figure s'arrête en 2010, mais on a les données bien sûr jusqu'à cette année. Et ça continue dans le même sens. Le jeu de données qui est à droite, c'est pas des observations d'accouplement, ce sont des déterminations de date d'éclosion sur des poussins capturés, et tout naturellement, on observe aussi un phénomène de reproduction de plus en plus précoce. Donc, comme on sait qu'il y a un lien entre accouplement et donc couvaison ensuite avec les températures, il y a un lien avec le changement climatique. On s'est renseigné de savoir si ce phénomène-là était observé ailleurs. Il est observé ailleurs. En rose, c'est la forêt noire. En vert, c'est une forêt d'Écosse. Et puis en bleu, c'est des forêts du sud-ouest de la Norvège. Et donc, voilà. Donc, c'est bien quelque chose qui est observé partout. Alors, quelles sont les conséquences de ça ? Alors déjà, les conséquences, c'est que nous, on connaît assez bien le taux de reproduction de cette espèce dans les Pyrénées. Et là, je les ai compartimentés en trois, l'ouest, le centre et l'est, parce que les caractéristiques climatiques ne sont pas les mêmes. Et donc, ce diagramme s'est exprimé en nombre de jeunes, par une espèce de barre de seuil à un jeune par femelle, qui est le seuil en deçà duquel on sait que l'espèce produit probablement pas tout à fait assez de jeunes pour remplacer les pertes. Et vous voyez qu'on se situe plutôt, on est ou à la limite, ou à peine un petit peu au-dessus pour les Pyrénées centrales, qui ont un caractère un petit peu plus continental que les deux marges est et ouest, mais on a un seuil de reproduction cumulé au cours des 20 dernières années qui est plutôt limite. Il n'y a pas de tendance réelle qui se dégage immédiatement d'un simple graphique. On pourrait analyser voilà, ça c'est l'histoire de la reproduction depuis qu'on a assez de données, c'est-à-dire depuis on calcule ça sur au moins 100 femelles par an. Il n'y a pas de tendance nette qui se dégage encore. Et la moitié de ce graphique, peut-être qu'il y a quelque chose qui se dessine, mais affaire à suivre, on verra. Alors, qu'est-ce que ça peut entraîner ? Eh bien, ça peut entraîner une possible asynchronie entre l'émergence des invertébrés qui sont indispensables à la croissance des poussins et les éclosions de ces fameux poussins, puisque pendant leurs 2 premiers mois de vie, ils dépendent d'une fraction importante de leur nourriture sous forme de ces invertébrés, arachnides et insectes, hein,
qui sont représentés là, eh bien, si l'émergence de ces invertébrés ne se décale pas dans la même mesure que ça a des conséquences. Et justement, un auteur a montré ça sur le tétralyre, un cousin du grand tétra, en Finlande. Il montre qu'il fait de plus en plus chaud au cours des 3 dernières semaines d'avril. Il montre également, comme nous, que les tétralyres dans son pays s'accouplent de plus en plus tôt. Mais il observe aussi, les météorologues de son pays observent aussi qu'il fait de plus en plus froid durant la période post-éclosion, qui est là-bas juin et début juillet. Et la conséquence de tout, c'est que les populations là, les graphiques indiquent les changements de population sur 4 populations, c'est des comtés en fait. Eh bien, vous voyez que la tendance n'est pas franchement très encourageante. Bon, alors, est-ce qu'il va se passer la même chose chez nous? Eh bien, ce n'est pas sûr quand même, parce qu'une autre équipe, très renommée d'ailleurs, a des résultats contradictoires, et avec le tétralyre et avec le grand tétra, mais ces gens-là travaillent dans une région beaucoup plus atlantique, c'est le sud-ouest de la Norvège, où, comme partout, hein, on constate le graphique d'en haut, une élévation régulière, en dents de scie, mais régulière, des températures en période de reproduction, c'est-à-dire avril, mai, juin. Et puis, la tendance des succès de reproduction des 2 espèces, eh bien, elle augmente. C'est peut-être, là c'est hypothétique ce que je dis, mais c'est aussi dans les hypothèses de ces auteurs, c'est que eux étant dans un régime boréal, mais boréal atlantique, enfin mer du Nord, eh bien, le réchauffement, dans ce cas-là, va plutôt bien pour ce cas-là, ce qui n'est pas le cas de la Finlande, qui est déjà très continentale. Alors, j'en viens à nos Pyrénées. Je ne suis pas météorologue, mais j'ai essayé de regarder tout ce que je pouvais trouver comme modèle. Et puis d'ailleurs, les conclusions de ce que j'ai trouvé confirment ce qui a été dit dans la conférence inaugurale. Là, eh bien, on voit des scénarios qui sont très complexes, pour nos montagnes pyrénéennes. Mais ce que j'ai retenu d'une publication qui était très complète et qui faisait le tour de pas mal de choses, c'est qu'un déclin général des précipitations est attendu pour notre région, particulièrement marqué au printemps et en été, ce qui pourrait être, là aussi, peut-être pas si mal que ça, en tout cas pour le côté reproduction. Par contre, l'intensité des précipitations quotidiennes tendra à augmenter chez nous, principalement dans le domaine méditerranéen, ce qui normalement n'est pas associé à des bonnes reproductions. Une augmentation des événements extrêmes est prédite dans le domaine atlantique en hiver et dans toute la région en automne. De ce qu'on connaît de la biologie de ces espèces, on se demande ce que ça peut avoir comme conséquence. On n'a pas de certitude là-dessus. Et puis, une tendance à la diminution des événements extrêmes est prédite pour le printemps et l'automne, ce qui serait plutôt aller dans le bon sens. Donc, vous allez me dire, je n'apporte pas beaucoup de réponses. En effet, dans ce domaine-là. Par contre, ce qu'on augmente, ça c'est factuel aussi, c'est que le taux de parasitisme, au moins externe, matérialisé par la présence de tiques sur la tête des tétras, augmente. On n'en observait jamais sur des oiseaux observés jusqu'à la fin des années 80. Emmanuel Ménoni, on est en train de… Allô? Oui, on est en train de vous perdre. Il y a des grosses coupures. Peut-être pourriez-vous désactiver votre caméra pour que votre connexion ne fasse passer que le son. Et de toute manière, il va peut-être falloir enchaîner parce que je suis en train de voir le temps passer. Alors, voilà. je vais bientôt avoir fini. Donc, pas de certitude sur le changement climatique quant au sort de ces populations, mais la certitude, c'est que quand on agit sur la conservation des milieux, par perte, et notamment sur les pertes d'habitat et les pertes directes d'oiseaux, là, on sait qu'on peut jouer dans ce domaine d'adaptation. Donc, je passe la parole à mon collègue Claude, qui va continuer l'exposé. Merci Manu, merci à tout le monde. Vous m'entendez? Là, j'ai rebranché mon micro. C'est bon?
Manu, donc je vais vous parler du lagopède alpin. Donc on est monté un cran en altitude. Donc c'est une espèce bien adaptée à la vie en haute altitude et on a coutume de dire qu'aux Pyrénées, c'est une espèce qui est réfugiée climatique. Suivant. Globalement, au niveau mondial, ce n'est pas vraiment une espèce menacée, vu la vaste de répartition au niveau mondial, ainsi que la taille de population qui est relativement élevée. Par contre, étant donné que c'est une espèce qui est liée au milieu froid, au milieu arctique, hein, on a tendance, coutume de dire que les isolats méridionaux, comme ceux des Pyrénées, des Alpes ou des Alpes japonaises, seraient quand même des populations plus vulnérables à moyen terme. Suivant. Alors c'est une espèce, comme pour la réserve du Saint-Barthélemy, c'est une espèce qualifiée de sentinelle pour évaluer les effets des changements climatiques et en particulier du réchauffement climatique parce que une des constantes en termes d'élévation des températures, c'est que les milieux montagnards, les milieux alpins en particulier, les températures se réchauffent beaucoup plus vite que la normale. Suivante. Donc, pour ce qui est d'évaluer les effets des changements climatiques sur cette espèce, on doit parler d'effets connus qu'on a pu mesurer et d'effets potentiels qui sont basés sur des hypothèses. Pour ce qui est des effets directs, on peut voir des effets directement sur les paramètres démographiques, hein, en termes de démographie, paramètres de fécondité ou de survie. On peut faire également des hypothèses sur l'impact de l'élévation des températures sur l'écophysiologie de l'espèce. Et enfin, on peut voir également envisager des effets directs, indirects, sur l'habitat de reproduction ou sur l'utilisation de l'habitat par cette espèce. Suivant, Manu. En termes de succès de la reproduction, les déterminants du succès de la reproduction en termes de conditions météorologiques, la prédation est mise de côté, qui peut jouer également un rôle, mais là, on la met de côté. On s'aperçoit que les deux déterminants principaux pour cette espèce en termes de succès de la reproduction, c'est d'une part le déneigement, la date de déneigement au printemps. Plus le déneigement est précoce et plus les conditions sont favorables pour l'alimentation des poules. Et deuxièmement, c'est les quantités de pluie, de précipitations au moment des éclosions, c'est-à-dire grosso modo au mois de juillet. Donc on voit ici sur le graphique que en bas à droite, pour des années qui cumulent à la fois un déneigement précoce et puis des quantités d'eau qui tombent en été qui sont plutôt réduites, on a des succès de la reproduction tout à fait corrects. Par contre, à l'inverse, en haut à gauche, pour des dates de déneigement qui sont tardives et des quantités de pluie au mois de juillet, au moment des éclosions, on a des succès de la reproduction qui sont quasiment nuls. Donc en termes de changement climatique, on peut dire que, comme l'a précisé Jean-Michel Soubérou en introduction, si tu peux revenir Manu sur la diapo. On peut dire que des déneigements qui seraient de plus en plus précoces au niveau de l'étage alpin seraient plutôt favorables pour la reproduction. Et un assèchement estival également peut être favorable à la reproduction. Par contre, diapo suivante. Qui dit précipitation en été, dit également événements climatiques extrêmes, comme on a pu en observer ces dernières années. Et ça pose bien évidemment la question de l'augmentation et de l'intensité de la fréquence de ces événements. Donc je crois qu'on n'a pas de réponse actuellement à apporter à ce problème, mais il peut avoir un impact important sur la reproduction du lagopède alpin. Alors par chance, ces populations méridionales de lagopède alpin, en termes de démographie, elles misent plus sur la survie des oiseaux adultes que sur la reproduction. Donc un échec total, à condition que ça ne devienne pas chronique bien sûr, mais un échec total de la reproduction une année donnée n'aura pas normalement d'influence sur la démographie, au moins à court terme, de l'espèce. Suivante. Qu'en est-il exactement de l'élévation des températures en été?
sur l'écophysiologie de l'espèce, eh bien, on peut penser, étant donné que c'est une espèce qui est liée au milieu froid, adaptée au climat froid, on peut penser que l'augmentation des périodes de forte chaleur va avoir des incidences sur le bilan énergétique de l'espèce. On peut faire un parallèle un petit peu avec les consommations énergétiques dans nos habitats. On s'aperçoit que de plus en plus en été, l'utilisation des climatiseurs augmente la consommation énergétique, le bilan énergétique au niveau de l'été. Mais c'est un peu pareil pour le lycopède alpin. On peut supposer que pour maintenir sa température corporelle en été à une température de confort, qu'on appelle l'optimum thermique, on peut penser que l'espèce va dépenser plus d'énergie en été qu'il n'en aura besoin en hiver pour maintenir sa température corporelle lors des grands froids. Donc, on peut penser donc qu'en été, la dépense énergétique sera beaucoup plus importante et ça peut avoir des conséquences en termes de fitness, de performance démographique, en termes de succès de la reproduction, voire même de survie des oiseaux au moment de la reproduction. Suivante. Suivante, Manu. Oui, alors, elle y est. C'est bon, Manu, c'est bon. Je vous ai dit que c'était une espèce qui était sensible plus sensible au problème de mortalité et de survie qu'au problème de fécondité. Il y a un problème qui se pose actuellement, une question qui est soulevée actuellement, c'est le problème d'asynchronie ou de déphasage entre le début de l'enneigement, l'arrivée des premières neiges à l'automne, et la mue automnale qui permet aux oiseaux de passer du plumage d'été au plumage d'hiver qui est totalement blanc. La question qui est posée, c'est lorsqu'on a des retards d'enneigement à l'automne, eh bien le plumage blanc, qui est obtenu à partir de fin octobre, début novembre, qui est censé donc offrir une bonne homochromie d'oiseaux sur des milieux enneigés, eh bien, lorsque la neige est absente, ça peut poser un problème de vulnérabilité des oiseaux et de détectabilité des oiseaux vis-à-vis des prédateurs. Donc la question est posée, on observe effectivement un pic de mortalité sur nos suivis au mois d'octobre et novembre qui pourrait être lié à ce problème d'asynchronie entre la neige, l'arrivée de la neige et puis la mue qui, elle, ne varie pas hein, puisqu'elle est fixée par la photopériode. Suivante. Alors là, je vous ai mis deux cas de figure. Il y a effectivement des variations interannuelles de l'arrivée de la neige à l'automne. Il y a deux cas de figure un petit peu caricaturaux. C'est l'année 2006 où on voit qu'on a les premières chutes de neige qui peuvent couvrir jusqu'à 50% de la superficie début octobre. Et puis finalement, l'arrivée permanente de la neige qui ne se fera qu'à partir de la fin novembre. Donc on serait en 2020 dans ce cas de figure, en tout cas pour la partie orientale de la chaîne. Et puis une année plutôt normale de 2010 où on voit que l'arrivée de la neige permanente, d'un enneigement qui couvre plus de 50% du sol, eh bien, se fait en même temps. Il y a une bonne synchronie là par contre entre la mue d'automne et l'arrivée de la neige. Suivante. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une tendance au niveau de l'arrivée de la neige à l'automne? Est-ce qu'il y a une tendance à une arrivée de plus en plus tardive? Alors, on n'a rien trouvé de significatif lorsqu'on compare nos sites d'études sur les Pyrénées-Orientales et puis ceux des Alpes du Nord. Il semblerait se dessiner dans les Pyrénées-Orientales une tendance à une arrivée de plus en plus tardive. Elle n'est pas significative, mais il y a quand même une ébauche de tendance que l'on n'observe pas dans les Alpes du Nord. Suivante. Un des effets les plus attendus, les plus marqués et les plus attendus pour ces espèces-là, c'est l'élévation altitudinale de l'habitat de reproduction. Cette élévation altitudinale, elle est liée à la fois au réchauffement climatique, à l'absence effectivement aussi de fortes gelées à l'automne qui compromet la régénération, mais également c'est difficile de distinguer les effets conjugués du réchauffement climatique et puis de la déprise pastorale. Toujours est-il que les boisements, notamment les boisements de pins accrochés, ont tendance à monter de plus en plus en altitude et donc à grignoter en quelque sorte l'habitat disponible pour ces espèces alpines, et dont FEOD au milieu ouvert. Suivante, Manu. Alors, nous,
Nous, ce qu'on a observé, effectivement, à partir de nos suivis d'oiseaux équipés d'émetteurs, on a observé qu'il y avait une tendance à une élévation altitudinale de l'altitude moyenne des nids. Donc, on voit qu'on a une différence entre les Alpes du Nord sur le graphique central. Et on a une différence notable entre les Pyrénées-Orientales et les Alpes du Nord. Mais ça, c'est lié à des conditions bioclimatiques et d'habitat qui sont différentes. Mais par contre, ce qui est intéressant, là, c'est de noter que sur la partie gauche, on a une tendance à la hausse de l'altitude moyenne des nids au cours de notre période d'études. Donc, sur environ une quinzaine d'années, on a eu une élévation significative de l'altitude moyenne des nids d'environ 20 mètres en moyenne par an, en élévation altitudinale. Élévation altitudinale qu'on n'observe pas, là non plus, dans les Alpes du Nord. Suivante. Claude Nevoy, on va vous demander d'accélérer vraiment Il me reste 2 diapos. Super. Donc, cette élévation altitudinale donc, de la limite supérieure de la forêt, elle aura pour conséquence immédiate de contracter les habitats ouverts, les habitats alpins, et donc de diminuer les espaces potentiellement favorables pour l'espèce, et puis surtout d'augmenter les distances à parcourir entre isolats. On va avoir une fragmentation en quelque sorte de l'aire de répartition, et les distances à parcourir entre massifs pour assurer des échanges entre oiseaux et maintenir une certaine diversité génétique et un brassage des populations sera beaucoup plus difficile à l'avenir. Et on considère actuellement, à partir de nos suivis par radiopistage, qu'une distance à parcourir qui serait supérieure à 10 km en vol d'oiseau direct serait vraiment très, très compliqué pour cette espèce. Suivante. Voilà, donc pour conclure, c'est en quelque sorte, si on regarde les parties blanches, c'est ce à quoi pouvait correspondre il y a un siècle à peu près l'habitat potentiel du lagopède alpin sur les Pyrénées. Aujourd'hui, en noir, on voit l'habitat potentiel pour cette espèce au niveau des Pyrénées. Et donc, ce relèvement altitudinal des étages de végétation, il conduit à une fragmentation de cette aire de répartition, un isolement des populations marginales et un appauvrissement génétique de ces populations marginales. On voit par exemple que le chaînon oriental, la Canigou-Puchmal, est isolé de la haute chaîne. Le massif du Madre, complètement à l'est, au nord-est donc de la carte, là, est l'espèce actuellement disparue en tant que reproductrice donc sur le massif. Et puis on voit ces 2 petites taches noires, donc Laurent en a parlé, le massif du Saint-Barthélemy, le massif du Trois-Seigneurs pour l'Ariège, qui sont vraiment des massifs qui sont isolés de la haute chaîne et donc dont la vulnérabilité est accrue par rapport aux populations centrales de l'aire de répartition. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Ben, merci beaucoup à tous les deux. On va rester avec vous, peut-être remonter les questions un petit peu dans ce sens-là qui sont posées, si vous voulez bien, messieurs. Question de Guillaume qui demande si la chasse de ces 2 espèces protégées aurait un impact sur ces populations sentinelles et est-ce qu'il y a un risque de perdre cet indicateur du changement climatique et peut-être pour aller au bout de la question, elle est prolongée sur un aspect un peu plus politique finalement de la part d'André qui dit en complément de la question de Guillaume, est-ce qu'il est cohérent que l'État autorise encore la chasse de ces 2 espèces? Bon courage pour les réponses. Je m'y lance si vous voulez. Effectivement, c'est un conflit sociétal important, cette chasse des 2 espèces grand tétralagopèdes. Dans ce contexte-là, évidemment, nous, notre rôle au cours des 20-30 dernières années, on s'est attaché à mesurer d'abord la démographie de ces bêtes-là et à faire en sorte que les prélèvements d'abord diminuent parce qu'ils étaient extrêmement élevés dans les années 70-80 pour les faire tomber à quelque chose qui frôlait l'anecdotique. Maintenant, c'est ce qui est le cas, puisque, bon an, mal an, cette année, ce sera tué, je crois, 6 grands tétras et 0 lagopèdes, alors que la chasse est ouverte au moins dans l'Ariège. Donc, ce dont on est certain maintenant, c'est qu'au moins les quotas qui sont proposés, et la plupart du temps,
pas cette année dans les Hautes-Pyrénées, mais la plupart du temps maintenant suivis par les préfets, sont largement inoffensifs dans le sens où on prend tellement de sécurité pour les calculer que si on se trompe en faveur de l'oiseau et pas du chasseur. C'est un peu la philosophie. Aller plus loin jusqu'au statut d'espèce protégée, on est dans le décisionnel politique sur lequel nous, on n'a pas pris, si ce n'est que de fournir de la donnée. Voilà ce que je peux répondre. Il est aussi un élément de réponse aussi, c'est de dire qu'au moins pour le grand tétras, c'est beaucoup moins vrai pour le lagopède. Il y a une contribution des chasseurs relativement forte et réelle à la préservation d'habitats, à la diminution d'autres causes de mortalité dues à l'activité humaine, que sont les collisions de câbles, de clôtures, etc. Et que ceci compense probablement cela. Après, disons, le débat de société, nous, on est allé en tout cas au FB au bout de ce qu'on pouvait faire. Après, il appartient aux politiques de décider. Il y a eu une petite coupure à la fin. Je ne sais pas si Claude Nova, vous voulez rajouter quelque chose. Alors, non, simplement rajouter que ces deux espèces sont protégées en Andorre et en Espagne, donc sur l'autre versant de la chaîne. Ceci dit, ça ne change pas pour autant le statut de ces espèces. Elle est tendance plutôt à la baisse sur les parties marginales de l'aire de répartition. Pour ce qui est du lagopède alpin, effectivement, dans les Pyrénées, l'espèce n'est plus chassée actuellement que dans l'Ariège, avec des quotas qu'on juge raisonnables. Sur les massifs périphériques, l'espèce n'est plus chassée. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Après, le débat existe, effectivement. Est-ce qu'on peut encore chasser des espèces pour lesquelles on consacre des efforts de conservation? La question, effectivement, peut être posée. Bon, après, il y a une réflexion, mais qui est de l'ordre du débat sur la chasse, sur le timing de la façon dont les arrêtés de chasse d'ouverture sont retoqués par les tribunaux administratifs un peu après la bataille. On a compris que ce n'était pas votre domaine, celui-là. Juste, question beaucoup plus prosaïque. La prolifération des tiques est-elle due au réchauffement? Que vous avez indiqué que notamment sur les grands tétras… Selon ce que j'ai pu lire de l'écologie des tiques, en partie oui, mais pas seulement. Les tiques, effectivement, sont limitées par des hivers très froids et certaines conditions, notamment hivernales. Mais également, la prolifération depuis, en gros, les années 50-60 enfin, l'extension et maintenant la prolifération de certains ongulés sauvages qui sont un des éléments du cycle biologique des tiques, contribue certainement aussi. Donc là, on est dans les changements globaux, on n'est pas dans le changement climatique, on est dans le changement global. Mais il y a un couplage certainement du changement global, enfin de ces changements-là avec le changement climatique. Isabelle nous dit la surpopulation de cervidés aussi dans certaines zones affecte l'habitat du grand tétras, notamment à l'orée des bois, et constitue-t-elle également un facteur négatif sur les populations? Bien sûr. Bien sûr, on a vu en 40 ans des formations à base d'arbrisseaux tels que des myrtilles, des érelles, de la calune, etc., être réduites à peu de choses. Des sous-bois aussi, des sous-bois à base de dicotylédones et de plantes herbacées, de fougères forestières également. Et donc là, c'est carrément les capacités de reproduction d'espèces qui sont effectivement qui sont un peu compromises. Et c'est en ça que je disais qu'il ne faut pas condamner. Il y a des gens qui des espèces artico-alpines, de toute façon, elles sont condamnées à disparaître. Mais en fait, à court terme, quand on agit sur ces facteurs d'habitat, de celui qui vient d'être cité, par exemple, on sait qu'on arrive à faire remonter localement des populations. Et donc, au moins à court et à moyen terme, ça vaut le coup de travailler sur ces problèmes-là. Encore une question qui fait sous-jacer la question de la chasse. Jusqu'à quel nombre de prélèvements estimez-vous que ce dernier a un impact anecdotique? C'est une question de Dominique.
Alors, jusqu'à quel nombre? Vous voulez dire vers le haut ou vers le bas? Parce que vers le J'en bas. sais rien du tout, vers le haut, j'imagine. Alors, Je sais pas. oui, vers le haut, j'imagine. Eh bien, je vais prendre l'exemple de cette année, hein, puisqu'il m'appartenait de proposer au préfet ce qui pouvait être prélevable par les chasseurs sans risque pour le grand tétras en particulier. Eh bien, donc on a une grille d'analyse à partir des données démographiques qu'on a obtenues. Et le calcul que j'ai proposé au préfet était pour les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Pyrénées-Orientales était de 0. Pour l'Ariège, il était de 8. Pour les Hautes-Pyrénées, il était de 2. Et pour la Haute-Garonne, il était de 1. Voilà. Ça, c'est pas. Alors, les modèles qu'on utilise pour ça, on les a validés avec notamment des gens du Centre d'écologie fonctionnelle de Montpellier, en fait, le CNRS, et qui nous ont bien confirmé que les sécurités qu'on prenait pour calculer ces quotas maximaux étaient sans impact, quoi. Alors, dans les Hautes-Pyrénées, le préfet a pris sur lui, mais ça lui appartient, hein, d'en attribuer un peu plus aux chasseurs. Mais c'est une décision du préfet. On en revient à ça. Eh ben, on va revenir vers la forêt de la Massane, donc avec Kenzo Eas qui est revenu. On ne le voyait plus, on le revoit. Alors Kenzo Eas, beaucoup de questions aussi hein, sur cette question-là. Puis j'imagine quand on parle du pastoralisme, ça fait pas mal écho, y compris dans les Pyrénées ariégeoises. Dominique demande si vous avez mis en protection contre le bétail une des zones pour pouvoir comparer les deux situations et factualiser l'impact de la présence hein, des troupeaux, soit sur les pelouses, soit dans les forêts. Je dis ça parce qu'on ne vous entendait pas. Je ne sais pas si vous avez rallumé votre micro. Ok, c'est bon, j'ai remis mon micro. Alors oui, en fait, sur les zones de crête, il y a un petit espace clôturé parce qu'il y avait en fait, voilà, l'état écologique des pelouses était vraiment très dégradé. Et en fait, on voit tout simplement une fermeture du milieu accélérée avec une colonisation des ligneux et une diminution progressive des processus d'érosion. Donc voilà, si on fait la comparaison entre voilà, tout simplement les zones de crête dégradées avec un espace mis sous cloche, les conséquences sont très rapides. André demande si, outre le pastoralisme, il y aurait une pression et un impact qui serait dû à la faune sauvage. Donc on en revient aux cervidés, notamment. Je pense pas qu'on puisse vraiment comparer ça entre des cervidés et voilà des troupeaux de bovins. J'ai pas pu vraiment rentrer dans les détails tout à l'heure dans la présentation parce que j'avais pas trop le temps, mais on a aussi la présence de troupeaux illégaux sur la Massane puisqu'on est transfrontalier. Donc il y a aussi des troupeaux espagnols qui viennent. Donc la pression pastorale est bien plus importante que la pression des cervidés sur la régénération du hêtre en tout cas. Ouais. Alors on vous demande parce qu'on me fait des signes, mais je sais. Alors avez-vous cherché à savoir, c'est Maud qui demande, avez-vous cherché à savoir depuis combien de temps le bétail pâture sur la réserve et depuis combien de temps il pâture sans vacher? Alors, depuis combien de temps il pâture sur la réserve, je pourrais pas vous dire exactement, mais c'est sûr que ça fait des centaines et des centaines d'années qu'il y a du pâturage sur cet espace. Mais j'imagine qu'il y a la question de la conduction des troupeaux et sur la pression. Et ça donne aussi écho à une autre question de Dominique qui demande si le nombre de vaches est cohérent avec leur capacité de nourrissage des estives. Voilà, je vous les mets tout dans un petit paquet. D'accord, bon bah je prends le paquet en entier. Alors du coup pour répondre à la question depuis combien de temps il n'y a plus de vachers, donc ça fait moins de 10 ans en fait, il y a eu voilà, ça a été les petits-enfants qui ont repris les troupeaux et à partir de ce moment-là il n'y a plus eu une gestion pastorale adaptée. Et concernant donc la capacité de nourrissage, bah, je pense en fait que sur la réserve il y a la nécessité de réévaluer cette fameuse valeur UGB là que je vois dans les questions, de réévaluer la capacité de nourrissage afin qu'elle soit le plus cohérent possible avec les conditions environnementales actuelles. D'accord. Je remonte sur les
question. Guillaume demande quelle est la temporalité Ah oui. de l'exercice de projection que vous avez fait avec ce fameux plan d'adaptation de la réserve. C'est sur, il dit, c'est en ordre d'idée, 10 ans, 50 Ouais. ans, 100 ans. Alors merci pour la question, c'est vrai que j'aurais dû préciser. Donc les stratégies de gestion que j'ai présentées tout à l'heure à vision prospective sont sur un pas de temps de 30 ans. Pareil, on est toujours sur une analyse climatique, enfin on reste toujours là-dessus, donc les pas de temps sont toujours 30 ans si on parle de climat, donc ça nous envoie jusqu'à 2050. D'accord. Alors, pardon, quelle est oui, donc je crois qu'on a fini avec vous, c'est ça, Kenzo et As, et on va passer aux camarades donc de l'ANA. Merci pour vos questions. Avec plaisir. Il y en a peut-être d'autres qui vont arriver parce que j'en ai revu arriver d'autres sur les TIC. Hein. N'hésitez pas, allez-y, on va se donner jusqu'à la demi. Pouvez-vous expliquer en quoi ce territoire, alors je ne sais pas si on est sur la réserve ou sur le Saint-Barthélemy. Donc, pouvez-vous expliquer en quoi ce territoire est considéré comme une sentinelle du changement climatique? Je crois que vous l'avez un petit peu expliqué, hein, Laurent Servière, mais Oui, peut-être faut-il le repréciser. C'était un petit peu l'objectif de ma démonstration, et puis ça fait écho avec Peut-être que la personne a manqué le début. D'accord. Et puis ça fait écho avec la présentation de Claude, où effectivement, en étant un isolat très certainement écologique, beaucoup d'espèces, notamment du domaine alpin, se retrouvent dans une situation de vulnérabilité très forte. Et du coup, à ce titre-là, la réserve est exposée aux effets du changement climatique, peut-être plus que d'autres massifs. Ouais. Est-ce que la chasse y est pratiquée dans la réserve, nous demande André, je crois qu'il est très attaché à cette question-là. Et si oui, est-ce qu'il y a un suivi particulier? Alors oui, la chasse est pratiquée sur la réserve naturelle, et effectivement, comme pour toutes les autres activités de la réserve naturelle, vu qu'on est sur une approche de gestion des socio-écosystèmes, il y a une évaluation de l'influence de la chasse, sachant qu'elle reste quand même assez anecdotique sur la réserve naturelle, et qu'il y a des problématiques avec des facteurs d'influence négatifs beaucoup plus directs. D'accord. Je vais continuer, repasser à messieurs Ménoni et Novoa, à qui il est posé une question sur, alors avec un mot qui serait presque un gros mot. Est-il judicieux de penser, c'est Céline qui la pose, de penser à réintroduire des individus sur des milieux où il a disparu pour assurer des continuités, ou vaut-il mieux se concentrer à renforcer la résilience des populations existantes de l'agopède? Merci Céline Novoa. pour la question. Alors effectivement, on a fait la démonstration que transférer des oiseaux d'un massif à l'autre était possible. Dans le cadre d'un POCTEFA, on a fait effectivement des transferts de la haute chaîne sur le chaînon oriental Candido-Putumayo. Donc techniquement, c'est possible. Ceci dit, il faut se poser la question de, lorsqu'on fait ça, est-ce qu'on ne va pas pénaliser les populations sources? Lorsqu'on a fait cette opération, on a pu mesurer qu'on n'avait pas pénalisé les populations sources, celles dans lesquelles on prend des oiseaux, mais c'est une question à se poser. Après, réintroduire l'oiseau ou l'espèce dans un milieu ou dans un massif où il a totalement disparu, ça serait extrêmement compliqué, parce qu'il y aurait un gros effet de dispersion des oiseaux lâchés. J'ai un petit pont qui est fait par Julien Vergne qui dit, qui finalement ramène un petit peu le tout sur un tout par rapport aux tiques, à la question des tiques de tout à l'heure, qui dépend aussi de la présence des rongeurs, et qui dit, voilà, il y a aussi une fluctuation d'année en année sur la question.